Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième cahier de vacances de la French Tech Atlantic Valley qui vont rythmer notre été tous les 15 jours, le jeudi de 11 h à 12h30. On va faire ce cahier de vacances sur le gros hacking. Donc après un début en fanfare il y a 15 jours avec le brillant Julien Charles sur le financement du projet, on est réunis aujourd'hui autour des non moins brillants Léo Auboin et Benoît Dujardin qui vont nous présenter le gros hacking. Donc Léo Auboin qui est de la société Léo et Benoît Dujardin qui est de la société Pro Bowlers, du projet Pro Bowlers. Donc ils vont nous expliquer comment vendre grâce au gros hacking. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Léo. Vous voyez tous mon écran? C'est bon? Ouais. Yes. C'est bon, ok. Donc, merci Benjamin pour cette belle intro. Donc, effectivement, deuxième étape du cahier de vacances entrepreneur. Hop, alors, voilà, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va parler de growth hacking et de web marketing. L'idée, le titre un peu racoleur, comment vendre grâce au growth hacking. En fait, on va vraiment parler aujourd'hui avec Benoît de comment vous allez pouvoir structurer des pour capter et convertir de nouveaux clients, parce que je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez cette problématique-là. Donc voilà, on va revenir sur la définition de ce que c'est le growth hacking, etc. Et en fait, on reviendra surtout sur comment vous pouvez l'exploiter, vous, en fonction de votre contexte. Alors, si vous pouvez juste, dans le chat, nous préciser rapidement le type de structure pour laquelle vous bossez, si c'est plutôt start-up, si c'est plutôt des structures traditionnelles, dans le service, ou si vous vendez des produits ou autres, juste pour que je puisse adapter un peu le discours et avoir des exemples peut-être un peu plus parlants. N'hésitez pas. Voilà, et puis après, donc, il y aura une session de questions à la fin, questions-réponses classique, hein, si vous voulez aller plus loin sur des sujets. Alors, juste en intro, donc moi, je m'appelle Léo. Donc, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Léo, que j'ai montée il y a 2 ans et demi pour mettre le digital au service de la stratégie de mes clients. Je travaille principalement dans le B2B, un peu dans le B2C aussi, mais vraiment, je suis plutôt focus B2B. Et en gros, j'ai une approche très transversale du digital. En fait, je pars beaucoup du parcours utilisateur et à partir de là, donc, je vais traiter toutes les problématiques techniques, méthodos, de design, etc., le modèle économique. Donc voilà, j'essaye d'avoir cette approche un peu transverse. Et cette approche-là, je me la suis construite après 15 ans dans le digital, où j'ai pu bosser dans plein de structures, à plein de postes différents. Donc, j'ai commencé en agence de com digital un peu traditionnel. J'étais à Réseau Canopé. Donc, si vous êtes dans les tech, vous connaissez sûrement. J'étais responsable pendant 2 ans et demi du digital chez Réseau Canopé. Et ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie digitale et en innovation dans la banque assurance. Donc, j'ai beaucoup bossé à la Maïf notamment, Caisse d'épargne, Banque Populaire, etc. Donc, voilà, sur des problématiques d'innovation et de transfo. Voilà, et depuis 2 ans et demi maintenant, à mon compte, en indépendant, et accompagné de tout un réseau de partenaires experts sur leur sujet. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît. Donc c'est lui, vas-y Benoît, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Benoît Dujardin. Aujourd'hui, je vais intervenir en tant que gérant de la société Pro Bowlers, mais j'ai également une autre société qui s'appelle Momentum Production qui fait du marketing digital. Et pour vous voyez un peu le contexte, la société Momentum Production me fait vivre, c'est mon activité principale. Pro Bowlers, c'est plutôt une activité de passion, mais qui est en train de décoller très fort. Et notamment grâce à un des volets du marketing digital qui est le référencement naturel. Et donc, après les présentations de Léo, j'interviendrai plutôt sur le référencement naturel pour vous montrer comment on peut toujours rêver de plein de choses dans le gros hacking, mais peut-être que revenir à la base, parfois, en l'occurrence dans notre cas, avec des chiffres en face, je pourrais vous montrer comment ça vaut le coup. Merci Benoît. Donc, on va parler aujourd'hui de growth hacking. Alors, juste en fait, l'origine du growth hacking, ça remonte à cette petite phrase. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. PS, I love you. En gros, c'était en 96, une boîte qui s'appelle Hotmail. Donc, vous avez sûrement connu les prémices du navigateur, du webmail, pardon. En fait, ont utilisé une technique assez basique, en fait, qui était sur chacun des mails qui étaient envoyés depuis leur solution, de rajouter ça en signature, PS I love you, get your free email at hotmail.com. Et en gros, automatiquement, c'était mis en signature. Vous pouviez l'enlever si vous voulez. Mais le truc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un envoyait un mail avec cette solution-là, la personne recevait ça. Et puis, il se dit, attendez, c'est quoi ce truc d'email gratuit? Il cliquait, il créait son compte. Et en fait, chaque utilisateur était un peu porteur de la promotion de la solution.
Et en fait, ils ont activé une espèce de mécanique virale parce que la première fois, quand la personne a envoyé à 2-3 de ses collègues, bah voilà, ces 2-3-là ont créé un compte et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, au début, bah, ça a commencé par avoir des centaines, des milliers d'utilisateurs par jour. Et en fait, Hotmail, au bout de 18 mois, était utilisé par 8,5 millions de personnes grâce à cette petite technique toute bête d'avoir juste ajouté en signature de mail une mention pour se créer un compte. Et en gros, c'est un peu cette histoire-là, là, donc je ne sais pas si vous l'aviez déjà entendu. En fait, c'est un peu l'origine, entre guillemets, du growth hacking. Parce que ce n'est pas forcément en dépensant des milliers ou des millions en marketing, en budget marketing, que Hotmail a réussi à décoller. C'est juste en utilisant une petite technique, un petit hack, voilà, qu'ils ont réussi à doper leur croissance. Et en fait, le truc, c'est que ce n'est pas une anomalie, cette histoire-là. C'est ce qu'on retrouve derrière chacune des histoires de toutes les applications que vous allez retrouver sur votre smartphone, hein, Facebook, Instagram, Twitter, Uber et autres. En fait, à chaque fois, ils ont utilisé des espèces de petites mécaniques comme celle-ci, virales, pour booster leur croissance. Donc, les particularités de toutes ces boîtes-là, en fait, c'est que des startups. Et le gros hacking, c'est vraiment lié à ce statut de startup-là. Donc, je m'attarde juste sur ce qu'est une startup parce que c'est super important pour comprendre ce que c'est cette notion de growth hacking. En gros, une startup, c'est déjà une organisation qui a un statut temporaire. On ne reste pas startup tout le temps, qui va rechercher un modèle économique qui est industrialisable, ça c'est super important, et qui va lui permettre une croissance exponentielle. Donc, il y a ces deux notions-là. Là. Donc, ça, c'est la définition de Steve Blank, hein, qui est un des parrains de la Silicon Valley, un des mentors un petit peu de pas mal de startups aux États-Unis. Cette notion de modèle économique industrialisable, en fait, elle est importante parce que ce n'est pas forcément la définition qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les commentaires et les typologies de structures que vous représentiez aujourd'hui. Mais en fait, moi, les clients avec lesquels je travaille, souvent, ils n'ont pas forcément ce modèle économique qui est industrialisable. On est sur des croissances qui sont assez linéaires, assez classiques. Et de fait, aller chercher cette croissance exponentielle, ce n'est pas forcément possible parce qu'au bout d'un moment, on est toujours limité par les limites, enfin, par les contraintes de son organisation et de sa structure. Donc, en fait, le gros hacking s'applique vraiment dans ce cas-là. Donc, la définition théorique, entre guillemets, ça va être cet ensemble de tactiques, et on met bien entre guillemets marketing, qui vont permettre de booster la croissance d'une startup de manière exponentielle. Donc, ça veut dire quoi? C'est exactement l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec Hotmail, c'est-à-dire voilà, une petite tactique, le fait de rajouter en signature une invitation à créer un compte qui va être en fait portée par les utilisateurs eux-mêmes, qui va permettre de générer cette croissance exponentielle-là. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, ok, c'est des tactiques et l'inconvénient d'une tactique, c'est un peu ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est qu'au final, ce n'est pas forcément viable sur le long terme. La technique qu'a utilisée Hotmail, elle a été reprise par Apple quand ils ont sorti l'iPhone. Et quand vous envoyez un email depuis votre iPhone, il y avait marqué Send from my iPhone sur tous les mails. Et puis, ça a été réutilisé encore et encore. Et au final, cette tactique-là qui a super bien fonctionné il y a bientôt 30 ans, du coup, elle n'est plus du tout efficace aujourd'hui. C'est parce qu'elle a été trop utilisée, trop vue et revue. Donc, elle a perdu toute sa valeur. Et en fait, c'est bien aujourd'hui, le growth hacking est plutôt rattaché à cette notion de tactique. C'est voilà, le dernier petit truc à la mode qui fonctionne. Mais au final, il n'y a rien de pérenne là-dedans. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que plutôt de parler de ces tactiques-là, on pourra en parler pendant des heures, c'est plutôt de voir comment vous pouvez exploiter la méthodologie qu'il y a derrière pour essayer de trouver des choses qui vont vous permettre de justement structurer votre acquisition et votre conversion. Donc moi, je préfère cette définition-là. Du coup, on va plutôt parler de méthodologie qui va consister à expérimenter, recueillir des données et tirer parti de la psychologie humaine. Donc le gros hacking, c'est du marketing, c'est un peu de psychologie et c'est un peu de technique aussi. Souvent, j'utilise ce schéma-là. En gros, je le mets à la croisée entre donc ce que je disais, le marketing créatif. Quand on parle de marketing créatif, c'est qu'il va falloir être malin. Vous allez pouvoir utiliser les leviers comme le font tous vos concurrents. Donc, on y reviendra tout à l'heure, hein, Google, Facebook, etc. etc. Mais en fait, il faut savoir qu'en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont être beaucoup plus équipés en moyens humains ou financiers. Donc, il va falloir être malin. Ensuite, il va y avoir toute une dimension en haut programmation et automatisation. Aujourd'hui, le web, en fait, et le digital permet justement de brancher tous les outils entre eux, d'automatiser au maximum. Donc, il y a quelques petites compétences en programmation qu'il faut avoir, mais il y a toute cette dynamique d'automatisation qui va être super intéressante. L'idée, ce n'est pas forcément de partir bille en tête sur de l'automatisation. Il va falloir tester manuellement et puis après, en fonction de ce qui marche, automatiser pour pouvoir gagner du temps.
Et l'autre pilier super important, ça va être l'analyse des données. Je parlais de psychologie tout à l'heure. En fait, il faut que vous puissiez connaître vos utilisateurs par cœur et tout mesurer. Ça, en fait, c'est le socle indispensable pour bien comprendre ce qui se passe sur vos dispositifs digitaux, sur votre site, etc., pour pouvoir agir en conséquence. Parce que c'est un truc qu'on trouve beaucoup dans la culture startup, en fait, c'est d'avoir cet état d'esprit un peu de ce qu'on appelle de test and learn. J'ai une idée, donc on part à gauche là. Je vais créer une première solution, une première représentation de cette idée, etc. Je vais la mettre à disposition du public. Je vais regarder, analyser la façon dont le public s'en empare, etc. Donc à travers la mesure. À partir des données récoltées, je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses, tirer des enseignements et adapter et remettre en place une nouvelle chose. Donc, en fait, on est vraiment dans cette boucle itérative-là. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut garder en tête dans le projet que vous menez, mais aussi dans votre marketing. Et c'est ce qu'on va voir, maintenant. Donc, en fait, le growth hacking, il s'agit surtout donc, de web marketing, du coup, et d'acquisition et de conversion. Donc, c'est quoi l'acquisition? C'est quoi la conversion? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, c'est avant tout une question d'entonnoir. Donc, un entonnoir de conversion, c'est quoi? Vous avez peut-être déjà vu ces notions-là en marketing. En gros, c'est comment vous allez faire passer d'une personne qui ne vous connaît pas à un client. Donc, comment vous allez réussir à le faire passer de toutes les étapes de maturité pour en faire une personne qui est vouée à votre cause, entre guillemets, en tout cas qui achète vos produits ou vos services. Et moi, ce que je constate aujourd'hui quand j'accompagne des clients, c'est que souvent, en fait, les clients avec qui je travaille vont avoir un site web sur leur page d'accueil, ils travaillent, etc. Donc voilà, qui essaient d'optimiser. Puis à côté de ça, ils vont peut-être faire un peu de publicité en ligne ou hors ligne. Ils vont peut-être prendre la parole un peu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, parce que c'est à la mode. Ils vont peut-être avoir quelques commerciaux sur la route. Et puis, ils vont peut-être avoir même des centres d'appel, faire un peu de SEO, participer à des salons. Bref, il y a plein de choses à faire. Faire de l'emailing, etc. Et en fait, souvent, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans, en fait, c'est qu'on fait plein de choses, on teste plein de choses parce que c'est un peu à la mode, c'est un peu tendance, etc. Mais on fait souvent ça de façon un peu, désordonnée, entre guillemets. En tout cas, sans forcément avoir une vue sur le parcours dans sa globalité. Et c'est un peu dommage. Et en gros, l'idée, c'est vraiment de se replonger dans cet entonnoir de conversion que je disais tout à l'heure et d'essayer de se remettre dans les baskets de vos publics et d'essayer de les accompagner étape par étape. Et c'est quoi les étapes justement par lesquelles vont passer cet inconnu pour devenir un client fidèle? La première étape, ça va être déjà de prendre conscience de son problème. Donc, lui, de son côté, prend conscience de son problème et vous, de votre côté, ça va être d'essayer d'attirer ses bons prospects. Donc, comment ça marche? De son côté, en fait, lui, à cette étape-là, il n'est pas en mode je vais acheter votre solution, je vais acheter votre produit, je vais souscrire à vos services. Non, pour l'instant, lui, il a un problème. Il a un problème, il va se renseigner ou pas sur le sujet. Je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez des problématiques sur votre acquisition, le web marketing, etc. Donc, vous allez essayer de comprendre cette problématique. Vous en êtes à cette étape de prise de conscience. D'accord? Et moi, de mon côté, je vais essayer de bien connaître ce que vous pouvez rechercher pour essayer de comprendre votre situation, essayer de vous apporter des éléments de réponse pour vous faire avancer dans cette prise de conscience-là, en fait. Et cet exemple que je prends là, en fait, vous pouvez le transposer assez facilement à vos cas de figure euh, pour le mettre en application. Donc, ce qui est important, c'est qu'à cette étape-là, le but, ce n'est pas de vendre, c'est vraiment de répondre aux problématiques de votre audience, de vos publics, pour lui montrer que, ouais, j'ai bien compris ton problème, voilà des éléments de réponse, voilà comment tu peux t'en sortir, voilà les avantages de ma solution, etc., etc. En tout cas, de mon côté, moi, ce que je dois faire en tant que comme fournisseur de services, c'est de bien connaître vos problématiques. Une fois que vous allez avoir pris conscience de votre problème, vous allez passer par une étape de considération. Donc, votre public va. L'étape de considération, en fait, consiste à dire OK, là, je suis bien conscient de mon problème et j'en prends conscience et je choisis de le traiter. Je choisis de résoudre, de pallier à ce problème-là. Donc, à cette étape-là, je vais commencer à regarder, à creuser. Donc, souvent, on dit aujourd'hui, les clients sont bien plus informés que les vendeurs et c'est vrai dans tous les domaines d'activité. Donc là, je vais aller sur Internet, je vais regarder des vidéos, je vais regarder des articles de blog, etc. Enfin, en tout cas, je vais essayer de monter en compétence sur le sujet pour bien comprendre si la solution est bonne pour moi. Donc voilà, j'identifie, je cherche à résoudre mon problème et je recherche la bonne solution et les différentes alternatives qui s'offrent à moi. De votre côté, vous, ce qu'il va falloir faire, c'est justement montrer que vous avez la solution qui répond bien à ce problème-là et essayer de le convaincre pour entamer une relation, entre guillemets, avec vous, donc une relation commerciale. Et une fois que la phase de considération est passée, on passe sur une étape de décision. Donc, c'est quoi la décision? Voilà, je vais choisir de faire appel à vos services. Donc,
là, je vais comparer parmi les 2-3 solutions que j'ai identifiées, que j'ai listées. Et là, j'ai besoin d'être rassuré. Donc, à cette étape-là, comment vous pouvez vous le rassurer? C'est lui donner tous les éléments pour le faire. Et ça va être du témoignage client, ça va être des gages de garantie, etc., etc. Donc, ça, c'est important. En fait, ces 3 étapes-là, ça sert à rien de ramener du témoignage client dès le début, en fait, parce que c'est pas forcément ce qu'attendent les gens. Donc, ça permet vraiment de séquencer un peu votre démarche. La dernière étape étant la fidélisation, c'est qu'une fois que votre client est satisfait de son achat, normalement, vous, l'idée, c'est d'entretenir cette relation-là pour faire en sorte qu'il reste client d'une part et potentiellement qu'il en parle autour de lui pour activer ce fameux bouche à oreille. Donc, à chaque fois, en fait, dans toutes les démarches marketing que vous allez avoir, vous allez plus ou moins respecter cet entonnoir de conversion et ces différentes étapes-là. Ça peut mettre plus ou moins de temps. Si vous êtes sur du B2B, cet entonnoir-là peut durer très longtemps parce que le temps de prendre bien conscience de mon problème, d'analyser toutes les solutions, de passer par toutes les boucles en interne, etc., pour faire mon choix, etc. Donc, ça peut prendre du temps. Et à l'inverse, vous avez peut-être été déjà témoin de ça, c'est là, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez la publicité sur le dernier produit à la mode, vous allez cliquer sur la pub, vous allez regarder, ah ouais, ça a l'air super pour moi, j'achète. Donc là, en fait, il s'est passé 2 minutes, vous avez acheté un produit dont vous n'aviez absolument pas besoin. Pour autant, en fait, le message marketing qui avait été travaillé vous a fait croire que vous aviez en fait ce problème-là, parce que les mots, le visuel était bien travaillé et donc ça a touché en fait un peu votre inconscient. Et ensuite, une fois que vous étiez sur le site, en fait, ça vous a rassuré sur le fait que voilà, c'était la bonne solution, qu'il fallait agir vite. Et puis après, il y avait tous les leviers marketing un petit peu usuel qu'on retrouve, c'est voilà, quelques produits restants, 50% si vous commandez dans les 2 heures, etc. Donc, ça a accéléré votre prise de décision. La fidélisation, on n'en parle pas du tout dans ce cas-là. Mais on a tout, en fait, même si ça a duré très peu de temps, vous êtes quand même passé par ces différentes étapes de maturité. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion. Pourquoi l'entonnoir? Parce que en fait, si vous avez 100 personnes qui rentrent au début, à chaque fois, vous allez en perdre à chacune des étapes, et ce qui n'est pas un problème, en fait, c'est juste naturel. Donc vous avez 100 personnes au début, 50% qui vont passer à l'étape de considération, 20 personnes qui vont choisir de faire appel à vos services ou d'acheter votre produit, et 10% qui en parleront autour d'eux. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un entonnoir. On a à chaque fois un peu moins de personnes à l'étape suivante qu'on en avait à l'étape précédente. Et donc voilà, on va aller après sur les notions de conversion. Juste une petite parenthèse, si vous cherchez un peu sur les entonnoirs de conversion, donc vous allez trouver beaucoup de choses, il y en a différents. Donc l'idée, je balaye rapidement ce qu'on va retrouver. On va en avoir qui vont parler de leads, donc qui sont plutôt orientés commerciaux. Ceux-là, donc, ils vont se concentrer sur la notion de prospect. Donc, j'ai un visiteur qui va se transformer en prospect. Ce prospect, après, potentiellement, donc MQL, ça veut dire Marketing Qualified Lead. Donc, c'est des leads qui sont qualifiés par le marketing, donc qui correspondent à votre persona, à votre public type. Et ensuite, ces personnes-là, au final, vont avoir potentiellement une opportunité, entre guillemets. Donc, ils rentrent dans les SQL, c'est Sales Qualified Lead, donc les leads qui sont qualifiés par le service commercial. Et ensuite, j'ai des vraies opportunités commerciales, et ces opportunités commerciales vont déclencher des ventes, donc, et transformer ces prospects en clients. Donc, soit là, on les retrouve. On va aussi en retrouver qui vont parler de tofu. Donc, tofu, c'est peut-être des notions que vous verrez. Ça signifie top of the funnel. Donc, le funnel, c'est l'entonnoir, c'est la traduction du tunnel de conversion en anglais. Et donc, on a cette notion de top of the funnel, middle of the funnel, donc MOFU que vous voyez au milieu, et bottom of the funnel, BOFU. Et en gros, ça reprend un peu là sur le schéma que vous avez sous les yeux, les différents paliers que vous montrez tout à l'heure. Donc, sur le haut du funnel, ça va être de rendre les prospects froids conscients du problème à résoudre. Au milieu, ça va être de convertir ces prospects conscients en prospects plus qualifiés. Et sur le bottom, ça va être de les convertir en clients et de les fidéliser. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé dans le marketing de contenu, et c'est des notions que vous reverrez peut-être si vous creusez le sujet. Et ensuite, on en a un, si vous bossez en startup, que vous avez peut-être vu passer déjà, c'est celui qu'on appelle le framework ARR, donc AARRR. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'écosystème startup. En gros, cet acronyme correspond donc à acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Donc, c'est les différentes étapes par lesquelles vous allez faire passer vos utilisateurs. Je vais prendre un exemple avec LinkedIn, par exemple, que tout le monde connaît. Donc,
si on passe LinkedIn au spectre du schéma que vous voyez là, donc comment, en fait, la première étape, acquisition, c'est comment LinkedIn va pouvoir capter des nouveaux utilisateurs ou en tout cas faire venir du monde sur son site. Ça, on en parlera tout à l'heure avec Benoît. En fait, le levier qu'a utilisé LinkedIn, c'est le SEO. Aujourd'hui, si vous tapez votre nom dans LinkedIn, vous pouvez faire le test, enfin sur Google, pardon. Si vous tapez votre nom sur LinkedIn, sur Google, vous allez assez rapidement, en fait, et le plus souvent en première position, avoir votre page profil LinkedIn. Donc, en fait, c'est vraiment là-dessus que LinkedIn a bâti sa stratégie d'acquisition. C'est sur du référencement naturel. Et ça ne coûte rien, ça tombe bien. Donc, une fois que vous avez ça, en fait, vous tapez le nom d'une personne, vous le faites venir, il arrive sur LinkedIn. L'objectif de LinkedIn, ça va être d'activer cette personne-là. Ça veut dire quoi, activer? Ça veut dire activer le trafic, ça veut dire transformer cet utilisateur-là, qui n'est pas forcément utilisateur de LinkedIn, pour le faire, en fait, le faire se créer un compte et devenir un utilisateur. Donc là, il y a des mécaniques, hein, ça va jouer sur le design, ça va jouer sur l'expérience utilisateur. LinkedIn va essayer de faire sauter tous les freins pour faciliter cette création de compte et vous donner envie de devenir utilisateur. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième, la rétention, c'est qu'une fois que la personne est inscrite, l'objectif, ça va être pour LinkedIn, ça va être de le faire revenir en fait, une deuxième fois le lendemain ou dans la semaine et encore la semaine suivante, etc. etc. Donc c'est quelle mécanique va utiliser LinkedIn pour faire revenir ces utilisateurs-là sur son service? Et là, souvent, ils utilisent soit des mails, soit système de notif, soit la messagerie en fait pour vous rappeler qu'ils existent et qu'il y a du contenu de qualité sur leur plateforme. Et après, donc, si on pense aux mécaniques des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., en fait, il y a même ce sentiment de ce qu'ils appellent la peur de rater quelque chose. En fait, vous allez naturellement parce que vous dites, si je ne vais pas là-dessus, je vais peut-être rater une info qui est importante, ce qui est rarement le cas. Mais en gros, ils ont réussi à développer ces mécaniques-là pour travailler leur rétention, cette troisième étape. Donc, ensuite, on va avoir le referral. Donc, referral, c'est ce qui veut dire ça correspond au bouche à oreille. Comment vous, en tant qu'utilisateur, vous allez inviter d'autres personnes à venir rejoindre le service, le réseau, etc. Donc, vous le voyez, hein, LinkedIn et même toutes les plateformes sociales vous invitent assez régulièrement à agrandir votre réseau, à inviter de nouvelles personnes. Et enfin, le revenu, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, comment on génère du revenu grâce à cet utilisateur-là? Et si on reprend l'exemple de LinkedIn, en fait, LinkedIn a deux manières de générer du revenu. Le premier, c'est sur la première, c'est sur la publicité. Donc, parce que vous avez saisi pas mal d'informations sur qui vous étiez, votre secteur d'activité, etc., etc., LinkedIn est en mesure de vous proposer de la publicité ciblée. Donc, il y a des gens, des annonceurs qui vont payer pour pouvoir vous montrer des publicités. Et après, LinkedIn a la particularité, hein, contrairement à d'autres réseaux sociaux, d'avoir des versions un peu premium de son outil. Donc, que vous travaillez dans les RH ou que vous soyez plutôt dans le commercial, LinkedIn a des produits à vous proposer sous forme d'abonnement. Voilà. Donc, voilà comment les startups en fait, peuvent utiliser cet entonnoir-là, qui est un petit peu différent parce qu'il y a vraiment cette notion d'utilisateur en fait, actif avant de parler de client. Bref, donc en fait, voilà, tout ça pour dire que les entonnoirs, il y en a plein, mais ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un entonnoir qui va être adapté à votre contexte. Et comment vous pouvez faire ça? En fait, c'est en réfléchissant en cartographiant le cycle de vie de votre prospect. Donc, j'ai quelques exemples assez simples pour vous montrer comment vous pouvez construire les premières bases de cette cartographie. Si on prend le cas d'un service en B2B, donc vous allez faire venir peut-être du monde sur une page de votre site, sur un article de blog. Imaginons que vous avez des articles sur ce que vous faites, votre métier, etc., qui traitent d'une problématique très précise. La personne tape une requête sur sa problématique dans Google, elle arrive sur votre blog. Donc, elle va commencer à regarder ça. Elle est intéressée, ça répond bien à son problème. Puis au final, elle va voir qu'en bas, on lui propose une page produit, un lien vers une page produit ou une page service. Donc là, vous voyez, vous avez peut-être eu 100 personnes qui sont arrivées sur votre article de blog et en fait, il y en a peut-être que 50 qui vont cliquer pour aller voir une page sur ce que vous proposez, qui vous êtes, etc. Donc là, on est passé d'un visiteur à une visite que je vais appeler qualifiée parce que la personne est potentiellement intéressée, elle a fait un pas de plus vers vous. Ensuite, cette personne-là, elle va regarder qui vous êtes et puis ça pourrait être intéressant, je vais remplir le formulaire pour pouvoir les contacter, etc. Donc là, vous allez capter le mail. Suite à ça, vous allez faire le rendez-vous, bref, faire votre démonstration, rendez-vous commercial ou autre. Vous allez établir un devis. Ce devis va être validé, la personne va s'abonner et elle sera toujours cliente 6 mois après. Vous voyez, en fait, là, on est passé par différentes étapes de maturité et où la personne, justement, est passée sur votre site, est rentrée par un article de blog, donc par du référencement en l'occurrence, et petit à petit, en fait, vous l'avez pris par la main pour l'amener jusqu'à l'étape du devis, la signature et la fidélisation.
c'est important d'avoir ça en tête. En fait, l'idée, c'est que quand on montre ça, pour faire passer la personne de l'étape 1 à l'étape 2, puis à l'étape 3, puis à l'étape 4, en fait, il ne faut pas être trop agressif. C'est-à-dire, il ne faut pas tout de suite être en mode commercial, lui balancer tous les éléments de réassurance, etc., dès les premières étapes. En fait, au début, si on reprend le schéma de tout à l'heure, en fait, la personne, elle a juste un problème qu'elle essaye de résoudre. Donc, en fait, la première étape de votre côté, ça va vraiment être de montrer que vous avez tous les éléments pour y répondre avant d'essayer à tout prix de récupérer son email et de faire la vente. Dans le même cas, sur un e-commerce, par exemple, donc la personne va arriver sur le site parce qu'elle a vu une publicité sur Google, par exemple, elle a tapé, je ne sais pas, acheter un ordinateur portable pas cher, et puis elle arrive sur votre site parce que vous vendez des ordinateurs portables. Elle va regarder plusieurs pages. Donc, une visite qualifiée ici pourrait être le fait de passer plus de 30 secondes sur le site. Elle va aller voir une page produit, elle va ajouter ce produit au panier, elle va acheter ce produit, elle va revenir 2 mois après pour une nouvelle visite et elle va refaire un achat. Vous voyez, là, on a un autre entonnoir de conversion un peu différent qui est adapté au e-commerce, mais on retrouve toujours les mêmes logiques de voilà, la personne vient, elle passe du temps, elle découvre petit à petit et elle souscrit ou elle achète le produit. Et sur une appli mobile, je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés, donc on va aller sur le store, donc Google Play ou l'App Store pour rechercher suite à un besoin, je ne sais pas, pour voir les applications disponibles. On va télécharger l'application, on va s'inscrire au service, on va utiliser une fonctionnalité clé de l'application. Voilà, on va revenir l'utiliser. Donc, la clé sur les applications mobiles, c'est la rétention. On sera toujours utilisateur HD+50. Vous voyez, on a une autre mécanique, on a un autre entonnoir, une autre conversion ici, adaptée à un autre modèle, mais c'est toujours la même logique. Et en fait, vous pouvez vous poser les questions de quel est le parcours que je propose à mes clients, à mes utilisateurs vis-à-vis de mon service ou vis-à-vis de mes produits. Et une fois que vous avez toutes ces étapes-là, en fait, le but du jeu, ça va être de faire passer vos utilisateurs d'une étape à la suivante. Et tout à l'heure, donc, je parlais de conversion. Donc, c'est le taux de conversion, ça va être quoi? Ça va être le nombre de personnes qui ont fait l'action attendue divisé par le nombre de personnes qui auraient pu la faire. Donc, si on reprend une vision un peu chiffrée de tout ça, si vous avez 100 personnes qui arrivent sur votre site au tout début à gauche, et qu'en fait, il y en a 10 personnes qui sont intéressées, donc des personnes intéressées, ça va être des gens qui vont aller regarder une deuxième page, qui vont aller sur une page off, qui vont passer 30 secondes, bref, ça va être ce genre de choses. Et après, sur ces 10 personnes intéressées, il y en a 2 qui font une demande de contact et 0 qui achètent. Mais en fait, si vous arrivez à avoir cette étape-là, à cette vision-là, en fait, plutôt que de vous dire ah bah ouais mais en fait j'ai pas d'achat donc ça marche pas, non, là en fait ça met quoi en exergue? Ça met qu'il y a un petit problème sur si je mesure les taux de conversion. Donc, je fais mes 10 visiteurs intéressés divisé par les 100 personnes qui sont venues sur mon site. J'ai un taux de conversion à la première étape qui va être de 10%. Et 10%, en fait, c'est un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que j'ai un problème à cette étape-là. Comment ça se fait que sur toutes les personnes qui arrivent sur mon site, j'en ai que 10% qui sont intéressés et qui ne passent pas à l'étape d'après? Plutôt que de me dire pourquoi ils n'achètent pas, je vais déjà essayer de répondre à cette problématique-là. C'est beaucoup plus simple. Et quand on se pose cette question-là, c'est peut-être que les canaux d'acquisition que j'ai activés étaient peut-être pas très qualifiés, c'est-à-dire que je fais venir des gens qui ne sont pas du tout ciblés sur mon site, ou alors, plus souvent, c'est que ma page d'accueil ou la page sur laquelle ils arrivent, elle ne répond pas à leurs besoins, elle n'est pas assez bien pensée. Et en fait, c'est juste une question de retravailler les messages que je place, revoir un peu la structure de ma page pour mettre en avant les éléments qui pourraient peut-être plus les rassurer et leur donner envie d'aller voir plus loin. Et le truc, c'est qu'une fois que je me concentre sur ce problème-là des 10%, et qu'au final, j'arrive à le résoudre et que je passe de 10 à 50%, ben là, en fait, on voit que le problème, en fait, comment dire, le taux de conversion entre les visiteurs intéressés, le nombre de demandes de contact, lui, ne changera pas. Et en gros, donc, on voit que juste en travaillant ça, j'ai généré 5 fois plus de demandes de contact. Et j'ai généré un achat. Donc là, je commence à avoir un peu de données pour aller travailler la suite du parcours. Donc, une fois que j'ai corrigé ce point-là, je peux me concentrer à celui d'après, qui va être celui-ci. Là, j'ai que 10%. Pourquoi j'ai que 10% sur les gens qui me demandent en contact? J'en ai qu'un qui achète. Voilà, je vais pouvoir me concentrer sur ce problème-là. Et ça permet en fait cette vue-là de traiter problématique par problématique et de prioriser les sujets. Donc, si je reprends par exemple mon service en B2B, ah pardon, j'ai un problème ici, tac. Donc, en fait, l'important dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir mesurer. Hein. Si j'ai 750 personnes qui arrivent sur mon article de blog et que j'en ai 300 qui passent sur une page qualifiée, donc sur une page produit-service, j'en ai 45, etc. Donc, vous voyez toute la logique. En fait, j'ai à chaque fois mes taux de conversion étape par étape et je peux me dire, OK, est-ce que ces 40% de conversion entre la première étape et la deuxième étape, ils sont satisfaisants? Oui ou non? En l'occurrence, c'est pas trop mal. Et ça me permet de voir voilà, les
les points faibles de mon parcours pour me concentrer là-dessus. Donc ça, c'est super important. Et une fois que j'ai ça, en gros, je regarde sur mes 750 visiteurs qui sont venus sur mon article de blog. Si je descends donc à l'étape à l'avant-dernière, j'ai 10 personnes qui souscrivent. Ça veut dire que j'ai un taux de conversion global, dans ce cas-là, de 1,33%. Sur 750 visiteurs, j'ai 10 clients. Donc ça, c'est intéressant comme indicateur. En fait, ça vous donne l'efficacité de votre dispositif global. Et après, ça, on verra tout à l'heure, vous allez pouvoir le comparer en fait en fonction des différents canaux d'acquisition que vous allez pouvoir activer. Est-ce que quand je fais de la publicité, j'arrive à avoir le même taux de conversion que quand je fais du référencement naturel? Et en fait, ça va vous permettre de mesurer l'efficacité de vos actions et de pouvoir prioriser les canaux d'acquisition à exploiter. Est-ce que c'est clair là sur cet entonnoir là? C'est des notions plutôt simples et basiques du marketing, mais c'est important parce qu'en fait c'est vraiment la base de tout le truc. Alors, Léo, on a une Ouais, question de Benjamin Tourette ouais, sur le chat. Comment ouais. identifier les causes de goulot et y a-t-il des démarches ou des outils qui permettent d'identifier les différentes causes? Alors les causes de boulot, donc en fait c'est une bonne question. En fait, il y a des standards dans le marché. Par exemple, je vais prendre le e-commerce. Il faut savoir, sur du e-commerce, il y a à peu près 10% de gens qui arrivent sur un site e-commerce qui ajoutent un produit au panier, encore 10% qui vont acheter ce produit. Donc, ça dépend des sites e-commerce. Amazon n'est pas du tout sur ces standards-là. Mais en tout cas, voilà, il y a des standards du marché. Sur des sites B2B, par exemple, il faut savoir qu'il y a à peu près les taux de rebond, par exemple. Donc, le taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui va arriver sur votre site et qui va s'en aller directement. D'accord? Donc, souvent, on est sur des taux de rebond. Un beau taux de rebond, ça va être entre 30 et 50%. Voilà, on est dans cette moyenne-là. Donc, mais c'est encore une moyenne et ça dépend vraiment du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, 30 et 50%, ça veut dire que sur 100 personnes qui viennent sur votre site, il y en a 30 ou 50 qui s'en vont directement. Donc, c'est un peu cette étape-là qu'on a ici, là, les 50% là, sur la gauche. Donc, en fait, si vous voyez, par exemple, que sur votre site, vous avez un taux de rebond qui est à 60, 70, 80%, là, il y a déjà un problème. Là, c'est exactement le même cas qu'on avait ici. En fait, il y a un problème à ce niveau-là. Donc là, il faut repenser un peu le design de la page ou souvent, c'est ça, repenser un peu la composition de la page sur laquelle que vous analysez, donc votre page d'accueil ou une autre, pour essayer de pallier à ça. Après, donc ouais, ce sera vraiment très dépendant du cas de figure. Donc, c'est quel cas en particulier là? J'en ai pas le chat. J'ai pas ton micro. C'est Oui, Technopole bonjour, dans Poitiers. D'accord. Oui, Ok. oui, c'était juste une question informative, puisque vous parliez des goulots. Voilà, de Ouais. savoir s'il y avait des méthodes en fait qui avaient été définies pour passer en revue les potentiels différents problèmes qui génèrent des goulots. Voilà. En fait, après, ouais, il y a beaucoup de bonnes pratiques en fait en termes de parcours d'embarquement. Donc aujourd'hui, en fait, quand vous allez avoir sur l'exemple qu'on a là, comment construire la page, comment positionner l'élément, quel message envoyer à quel moment. Tout ça, c'est des bonnes pratiques à respecter en fait pour justement essayer d'optimiser la conversion. Donc, il n'y a pas forcément d'outils, si ce n'est les outils statistiques qui permettent d'avoir tous ces chiffres-là. Et il y a quelques outils aussi qui permettent en fait, de filmer entre guillemets les utilisations de votre site, c'est-à-dire que vous pouvez revoir la souris qui bouge, etc. Sur une session d'un utilisateur pour essayer de voir potentiellement ce qui fonctionne pas. Mais après, c'est surtout de la bonne pratique et puis des standards de marché, entre guillemets, pour optimiser tous ces indicateurs-là. Merci. Donc, voilà pour l'entonnoir. Pardon, un petit couac là-dessus. Et en fait, une fois que vous avez donc cette vision là sur votre taux de conversion global, en fait, vous allez pouvoir réfléchir aux canaux d'acquisition. Donc, c'est quoi un canal d'acquisition? C'est tout ce qui va vous permettre d'amener des visiteurs sur votre site ou sur la page en question. Donc là, en fait, on voit, il y a plein d'exemples. On peut faire plein de choses. Ça peut être du bouche à oreille, ça peut être de la publicité, ça peut être du référencement naturel, ça peut être du réseau, de l'emailing. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez pour générer du trafic. Et chacune de ces méthodes-là, c'est ce qu'on va appeler un canal d'acquisition. Ce qui est important de savoir, c'est que chacun de ces canaux demande un investissement, que ce soit en temps ou en argent. C'est-à-dire que la publicité va demander de l'investissement en argent, ce que vous allez payer pour faire venir du monde sur votre site. Si vous avez travaillé le référencement naturel,
comme Benoît nous présentera tout à l'heure, en fait, là, c'est un investissement assez lourd en temps parce que pour avoir des résultats, on le verra tout à l'heure, hein, il faut travailler ça et ça se passe vraiment sur le long terme. Bref. Donc ça, il faut toujours le garder en tête. En fait, il n'y a rien de gratuit, il n'y a pas de méthode miracle. Hein. Voilà. Soit vous avez du temps, soit vous avez de l'argent, soit vous avez les deux. Mais en tout cas, il faudra y passer du temps, de l'argent. Et en fait, ce qui est important, c'est que sur ce qu'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir mesurer l'efficacité de chacun de ces canaux par rapport justement à leur taux de conversion, donc ce qu'on voyait tout à l'heure. Est-ce que tel canal a été aussi efficace qu'un autre? Et par rapport au coût d'acquisition, c'est-à-dire combien ça m'a coûté d'acquérir un nouveau client via ce canal-là. Donc, un petit exemple de calcul du coût d'acquisition. Par exemple, si vous voulez faire un article de blog que vous voulez pousser, que vous voulez valoriser, faire un peu de publicité dessus. Vous faites appel à un rédacteur, vous allez payer 500 € pour avoir un article bien rédigé sur votre site, un peu optimisé pour le référencement. Vous allez aussi solliciter un designer pour faire une petite création graphique, avoir une infographie, etc. Et puis, vous allez mettre un budget média de 1 300 € pour booster et renforcer la visibilité de cet article-là. Donc, au final, cette action-là d'article un peu sponsorisé, entre guillemets, vous a généré 10 nouveaux clients. Donc, le coût d'acquisition, tout bêtement, c'est en fait, j'ajoute toutes les sommes que j'ai dépensées, donc les 1 300 € plus les 200 plus les 500, donc ça me fait 2 000 € dépensés. Je divise par le nombre de clients en 10, du coup, ça me fait un coût d'acquisition à 200 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir un nouveau client, j'étais obligé de payer 200 €. Donc, si vous vendez, je ne sais pas, si vous vendez des mugs à 5 € et que vous avez fait cette action-là, mais en gros, capter un nouveau client qui vous coûte 200 € pour vendre un produit à 5 €, ce n'est pas du tout rentable. Par contre, si vous êtes dans du B2B et que le panier moyen, ou alors dans du B2C, sur des paniers assez élevés, dépenser 200 € pour générer un client qui m'en rapporte 2 000 ou 3 000 €, c'est plutôt efficace. Donc, cette notion de coût d'acquisition, elle est super importante. Après, il y a la notion de rentabilité qui est aussi à analyser. Mais en tout cas, ces deux indicateurs-là, donc le taux de conversion qu'on a vu tout à l'heure et le coût d'acquisition, c'est ce qui va vous permettre de mesurer l'efficacité de chacun de ces canaux. Donc, pour parler rapidement là, de tous les canaux d'acquisition qui vont s'offrir à vous. En fait, il y a deux grandes familles. On va avoir les canaux gratuits, avec des guillemets, parce que comme je disais tout à l'heure, chacun de ces canaux-là demande un investissement en temps et souvent en argent. Hein. Comme vous voyez, quand je parle des ventes ou des RP, etc., il va bien falloir payer un commercial pour aller sillonner les routes et aller voir vos clients en direct. Donc, je considère ça comme un canal gratuit parce qu'en fait, une fois que la personne a activé ça, il peut y avoir des effets sur le long terme. Et ensuite, les canaux payants, en fait, c'est vraiment là où je paye pour avoir du résultat. Quand j'arrête de payer, je n'ai plus de résultat. Donc, ça va être la publicité, ça va être le sponsoring, ça va être l'affiliation. Donc, si on regarde ces deux grandes familles, lesquelles choisir? Est-ce que vous devez faire du gratuit? Est-ce que vous devez faire du payant? En fait, comment choisir ça? Donc, pour le payant, les critères de succès, en fait, il faut déjà regarder la marge de profit. Et c'est exactement l'exemple que je prenais tout à l'heure avec mes 200 € versus mes 5 € de prix de vente. C'est, en fait, je dois gagner au moins autant que cela me coûte pour l'acquérir vers ce canal-là. C'est-à-dire, si je vends tout à l'heure, j'ai vu que ça me coûtait 200 € d'acquérir un client par ce canal-là, il faut au moins, que ça me rapporte 200 €. Et idéalement, il faudrait même que ça me rapporte 3 fois plus pour être rentable. Donc, ça, c'est déjà le premier critère, c'est est-ce que je peux faire un profit à travers ce canal-là? Je vais vous donner quelques indicateurs tout à l'heure sur les coûts des différentes plateformes et des différentes régies publicitaires, mais ça, c'est super important. Ensuite, la taille du marché adressable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le marché doit être suffisamment grand pour être identifié en masse par le biais du ciblage du canal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez par exemple Facebook pour aller toucher par exemple les fans de basket, on va voir le cas tout à l'heure avec Benoît, est-ce qu'il y a assez de fans de basket qui sont sur la plateforme Facebook pour que je puisse les toucher grâce à la publicité Facebook? La réponse, elle est oui. Par contre, si je pense à LinkedIn pour aller toucher des fans de basket, là, en fait, j'aurais beaucoup de mal à les identifier ici et je ne sais pas en fait sur LinkedIn si les utilisateurs sont potentiellement des fans de basket ou non. Donc, LinkedIn n'est pas forcément un bon canal là-dessus pour aller toucher mes fans de basket. Donc voilà comment vous pouvez utiliser cette notion-là. Et ensuite, la demande du produit, c'est est-ce que la demande, elle existe déjà ou pas? En gros, c'est important, c'est que voilà, s'il n'y a pas de demande pour mon produit, je ne vais pas pouvoir générer de publicité qui, on viendra tout à l'heure sur Google en fait, mais
sur Google, vous allez montrer des publicités qui répondent à une demande, à une requête d'un utilisateur. S'il n'y a pas de demande, forcément, il n'y aura pas de… Votre publicité ne fonctionnera pas. Alors, juste quelques chiffres, hein, comme je vous le disais. Donc là, j'ai repris les différentes plateformes et il faut faire attention parce que c'est très, très variable, hein, les coûts par clic. Donc ça, c'est ce que vont facturer les différentes plateformes pour générer un clic sur une publicité que vous allez faire. Donc, on n'est pas sur des coûts d'acquisition, on est sur des coûts par clic. C'est-à-dire que ça ne nous garantit pas derrière de convertir les visiteurs en prospects. C'est à vous de bien travailler vos pages d'atterrissage, c'est à vous de bien travailler vos arguments, etc., pour transformer ces visiteurs-là en clients. Mais comme on le voyait tout à l'heure, en fait, les taux de conversion, si on arrive à transformer ne serait-ce que 10% des gens que j'arrive à générer, et souvent c'est même bien en deçà de 10%, on est souvent sur des taux entre 0,5 et 1%, ça veut dire que voilà, si je dépense par exemple sur LinkedIn 30 € pour générer un utilisateur, en fait, il faut peut-être que j'en génère 100 pour avoir un client potentiel. Donc, on se rend compte en fait que LinkedIn est un canal qui est extrêmement cher. Et après, donc, je vous ai mis d'autres ordres de grandeur hein, sur Twitter, Instagram, AdWords, Facebook et autres. Donc, en fait, on se rend compte que pour générer du trafic payant, on est sur des coûts qui sont très chers. Et encore une fois, c'est pour ça que les questions, c'est est-ce que voilà, vous allez être rentable via ces canaux-là. Et je vous ai aussi mis ici là, les taux de conversion qu'on pouvait observer derrière. Donc sur Pinterest et Snapchat, par exemple, on voit que les utilisateurs ne sont pas du tout dans une logique d'achat ou de découverte de produits. Donc en fait, on a des taux de conversion qui sont très très bas. En fait, c'est très moyen derrière. Donc même si ça coûte pas cher de faire venir du monde sur votre site, derrière les gens ils sont pas du tout en disposition à acheter dessus. Et je vous ai aussi mis les audiences françaises en début 2021. Donc voilà, en fait, sur les plateformes principales, donc YouTube aujourd'hui est devenu, en fait, est même passé dans Facebook en termes de nombre d'utilisateurs. Et tout ça, ça vous donne juste des ordres d'idées hein, de grandeur. Après aussi, il y a toutes les caractéristiques sociodémographiques qui sont rattachées à chacune de ces plateformes-là. YouTube est assez généraliste, Facebook est assez vieillissant, Snapchat et Instagram sont plutôt sur les jeunes, LinkedIn, public professionnel, Pinterest, c'est plutôt pour les femmes, TikTok, c'est les très jeunes. Donc voilà. Ça vous donne un peu des notions, mais entre les audiences disponibles et les coûts par clic que vous allez pouvoir aller chercher. Je vais juste m'attarder sur deux notions rapidement là, sur deux régies hein, les plus connues qui vont être AdWords et Facebook. Quand vous allez activer ces canaux-là. Donc Google Ads. Donc Google Ads, alors Google, il faut savoir qu'il y a deux choses. Hein. Vous pouvez faire soit du référencement naturel, on y reviendra juste après dans la partie sur les canaux gratuits. Et il y a la régie pub de Google, donc qu'on appelle Google Ads, qui est très puissante et qui est en fait qui est un canal pull, c'est-à-dire que c'est lié à une intention de l'utilisateur. Je généralise, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en fait, c'est dans 80% des cas, sur Google, c'est ça. En gros, ça veut dire que la personne va taper quelque chose sur Google et vous allez lui montrer sa publicité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux de conversion derrière vont normalement être meilleurs parce qu'on est sur un canal intentionnel, ce qui ne sera pas le cas de Facebook, on va le voir juste après, où là, Facebook, vous allez montrer une publicité à des gens en fonction de leur profil. C'est-à-dire que là, si je tape basket Nike, par exemple, je recherche des baskets Nike, j'ai envie d'acheter des baskets Nike. Donc, si je vois une pub que je clique dessus, potentiellement, je suis plus disposé à acheter cette paire de chaussures que si j'avais vu ça en scrollant mon fil Instagram. Donc, normalement, c'est meilleur. Et ça peut être aussi un moyen intéressant pour du branding, donc un peu de notoriété, parce que Google propose aussi une régie display, donc faire de l'affichage sur des bannières pub, des bannières qui vont être montrées à des gens qui répondent à tel ou tel profil, qui ont eu tel ou tel comportement sur le moteur de recherche. Donc, ça peut être aussi intéressant pour ça et on est sur des coûts qui sont plus faibles. Par contre, on est sur du trafic qui convertit beaucoup moins bien. Donc, ça, c'est important. Donc, Google offre beaucoup de solutions publicitaires, propose aussi de cibler très finement les utilisateurs, donc c'est intéressant. Et l'autre canal, l'autre régie qui est la plus utilisée, ça va être Facebook. Et quand on parle de Facebook, Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est beaucoup de choses. Voilà. Et là, donc, on va plutôt être sur un canal push, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui poussez votre publicité à un utilisateur qui n'a pas forcément demandé cette publicité. Donc, ce qui est intéressant, là encore, c'est que Facebook a énormément de données sur ses utilisateurs, sur ses centres d'intérêt. Et en fait, ils arrivent aussi à tirer beaucoup d'enseignements en mélangeant toutes les données qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils arrivent
parce que vous avez eu tel ou tel comportement, ils savent qu'en vous poussant telle publicité, vous allez répondre positivement parce que c'est ce qui s'est passé sur des gens qui vous ressemblent. Donc voilà, on pourrait parler encore 2 heures de tout ça, mais c'est juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Et il faut savoir qu'en fait, Facebook, du coup, est un des canaux aujourd'hui, un des canaux les plus performants, que ce soit en B2C, mais aussi en B2B. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des utilisateurs. En fait, les utilisateurs ont plutôt un usage personnel de Facebook. Pour autant, tous les utilisateurs, enfin, toutes les personnes ont potentiellement une vie professionnelle à côté de Facebook. Donc voilà, c'est souvent qu'on observe des belles performances en B2B là-dessus. Et il offre énormément de possibilités créatives, de placements, de formats, donc que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans Messenger, etc. Donc Facebook est intéressant pour ça et propose aussi des coûts qui sont relativement faibles, même si ça a tendance à monter, hein, et on a vu une certaine hausse suite notamment à la crise sanitaire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a été sur Facebook pour faire de la publicité, donc on a vu une hausse des coûts suite à ça, mais on reste quand même sur des coûts qui sont relativement faibles. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi sur ces deux-là, et c'est une notion que je n'ai pas forcément abordée aujourd'hui, c'est que en fait, il est possible de faire du reciblage, c'est-à-dire de repousser un message à des gens qui ont déjà été exposés à une de vos publicités, à un de vos messages. Et on le verra tout à l'heure, hein, avec l'exemple de Benoît, comment utiliser justement du reciblage pour aller plus loin sur du trafic que vous avez déjà capté. Donc, ces deux plateformes, ces deux régies pub permettent de faire ça. Et c'est ce que vous en êtes témoin, hein, quand vous allez sur un site de e-commerce, que vous en allez, que vous allez regarder, je ne sais pas, l'équipe ou autre, et que vous voyez des pubs sur un produit que vous avez vu la semaine précédente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le reciblage, justement. Donc il y a plein de façons de le faire, mais c'est aujourd'hui des mécaniques qui sont très performantes et très efficaces. Et Facebook et Google permettent de faire ça. Donc voilà pour le Facebook. On pourra peut-être s'attarder si vous avez des questions spécifiques là-dessus dans les questions-réponses. On va passer sur les critères, les canaux gratuits, du coup. Donc, les canaux gratuits, il y en a pas mal. Il y a le SEO. Et Benoît, je vais laisser Benoît nous en parler tout à l'heure. Le seul prérequis pour ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin qui soit déjà recherché sur Google. Hein. Vous n'allez pas inventer la demande sur un produit. L'effet de réseau, c'est en fait quand votre produit ou quand votre service est nettement amélioré, si vous, en tant qu'utilisateur, vous allez inviter d'autres personnes à vous rejoindre. C'est les mécaniques qu'on retrouve derrière toutes les plateformes sociales. Hein. Un réseau social où je suis tout seul n'a aucun intérêt. Pour autant, par contre, si j'invite mes amis et si on peut partager, si on peut échanger, etc., si on peut interagir entre nous, là, l'expérience produit, elle est vraiment améliorée. Donc, c'est là où on active cet effet de réseau. Le bouche à oreille, ça va être le fait que votre produit ou votre service est vraiment exceptionnel et du coup, naturellement, j'ai envie de partager mon expérience, etc. Donc, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui, hein, je pense, dans la restauration ou autre, avec les plateformes comme TripAdvisor ou autre. Hein, ben, quand vous êtes très content, quand vous avez été bluffé, ben, vous allez partager. Le pendant de ça, c'est que quand vous avez été très déçu, vous allez le faire aussi. Et c'est souvent les deux extrêmes qu'on retrouve sur les avis. Mais en tout cas, voilà, cette notion de bouche à oreille peut être intéressante sur certains profils de produits ou de services. Les commerciaux aussi, enfin voilà, et ça reste un canal d'acquisition, hein, c'est avoir une force de vente présente. Si vous arrivez facilement à toucher vos clients en direct pour leur présenter votre produit, puis après on va avoir tout le reste, hein, les relations publiques, le fait de parler sur les réseaux sociaux, faire des partenariats intelligents. Bref, il y a plein de choses à faire qui sont vraiment très spécifiques par rapport à votre contexte. Mais voilà les principaux critères qu'on va retrouver. Je veux juste qu'on s'attarde maintenant sur le SEO, parce que je parlerai après, si j'ai un peu le temps, de comment déployer votre stratégie. En fait, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de faire un petit peu de publicité payante pour tester et puis pour justement recueillir de la donnée et avoir des premiers indicateurs. Mais en fait, il va falloir que vous puissiez trouver un canal gratuit qui soit viable et qui soit pérenne pour vous. Et justement, c'est le cas de Benoît, donc avec son site et son activité Pro Bowlers, hein, qui est un site sur les stades de basket qui va le présenter. Il n'y avait pas forcément de modèle économique, entre guillemets, parce que lui, c'était juste un site où il affichait des statistiques de basket pour des fans de basket. Donc, il n'y a pas forcément de produit, hein, quand il a lancé le service. Donc, faire de l'acquisition payante, c'était exclu. On ne va pas payer des gens pour venir sur notre site alors qu'on n'a rien à leur vendre et on n'a aucun moyen de tirer du revenu au tout début. Donc, de facto, en fait, les critères, les canaux payants étaient exclus. Donc, en fait, Benoît, lui, s'est plutôt concentré sur une stratégie de contenu, de canaux gratuits, donc à travers le SEO, pour générer du trafic. Et maintenant, en fait, qu'il a du trafic assez en quantité, il va pouvoir réfléchir à la façon de monétiser ça. Je te passe la main, Benoît. Je t'entends pas. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir.
Tiens, hop, Euh, ouais. tac, je coupe. Arrêtez de partager. C'est bon. Ok, je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse avoir des questions-réponses, mais j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire. Donc effectivement, alors d'abord, Pro Bowlers, c'est quoi? C'est un site internet de basket. C'est l'une des plus grosses bases de données au monde avec tous les résultats des matchs de basket masculins et féminins à travers le monde. Donc pour un fan de basket, on peut venir sur un seul site et avoir les résultats des matchs qui se passent en Chine, au Japon, en Amérique du Sud, même en Afrique maintenant, maintenant qu'il y a une ligue. Et on peut aussi consulter des profils consolidés des joueurs et des joueuses qui auraient joué, quand un joueur vient jouer en France mais qu'il a joué avant en Italie, on peut voir comment il était, quelles étaient ses performances quand il joue en Italie. C'est un site qu'on a lancé plutôt par passion au début, qui est devenu une entreprise en 2016, mais une entreprise avec pas trop de modèle économique. C'était plutôt parce qu'on avait déjà des demandes de clients. Et le premier volet de notre modèle économique n'était pas du tout, était totalement B2B et pas du tout B2C. C'était de vendre à des clubs un flux de statistiques qui venaient de notre site internet, qu'ils pouvaient mettre sur leur site internet. À titre d'exemple, si vous connaissez un peu le basket français, il y a un club très fort à Limoges depuis très longtemps. Sur le site internet de Limoges, les résultats des matchs, les feuilles de statistiques des matchs et les profils des joueurs viennent directement de la base de données de Pro Bowlers. Et donc, ils sont abonnés à notre base de données et reçoivent les contenus qui se mettent automatiquement sur leur site. Et c'est aussi le cas de 7 autres clubs professionnels et de l'équipe de France de basket. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est plutôt la partie. Donc là, il y a un premier volet de business plan qui est intéressant pour nous sur le B2B. Et puis, on a identifié qu'on pouvait aussi générer de l'argent sur le B2C. Parce que, comme le disait Léo tout à l'heure, en fait, il y a de la demande sur les informations de basket et il y a des recherches. Donc, quand on parle de SEO, on parle d'optimisation pour les moteurs de recherche. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais il y a des outils qui nous ont confirmé qu'il y avait bien des recherches sur les noms des joueurs de basket et dans un volume très important, donc qui mériterait d'être positionné dessus. Donc, le SEO pour nous, au début, n'était pas une évidence. J'arrive avec les slides suivants, mais pour introduire quand même, ce n'était pas une évidence. Et comme moi, je viens de mon autre société, c'est dans le marketing digital en général, et plutôt les autres volets du marketing digital, et principalement les réseaux sociaux, parce que j'avais eu beaucoup de succès avec les réseaux sociaux par le passé. Logiquement, dans ma démarche à moi, mais en fait, ce n'était pas très logique et c'était une erreur. Quand on a lancé Pro Bowlers, on s'est dit ça va marcher avec les réseaux sociaux, et donc on va faire de la pub sur les réseaux sociaux, on va faire des contenus sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on fera venir des gens sur notre site. Et en fait, ce n'était pas du tout la bonne approche parce que il y a ce besoin qui est formulé dans les recherches de Google de trouver des infos sur les stats, autant se positionner sur les résultats de recherche plutôt que d'essayer d'aller chercher les gens ailleurs. Donc, pour que vous voyez un petit historique d'évolution de notre trafic, avant qu'on attaque le SEO, on voit ma souris ou pas? Ouais. Avant qu'on attaque le SEO, donc le SEO, on a commencé à en faire ici, là où il y a ma souris. Donc, c'est tout début 2020. Avant qu'on s'attaque, enfin fin 2019, ouais, bref. Non, c'est plutôt tout début 2019, excusez-moi. Avant qu'on s'attaque au SEO, on avait 485 visiteurs par jour sur le site probowlers.com. Et aujourd'hui, on se retrouve à, ces derniers jours, 35 900 visiteurs par jour. Donc, c'est une augmentation par 70 de notre trafic sur le site, qui est liée uniquement à l'amélioration de notre positionnement sur le référencement. Et je vais vous expliquer quels sont les grands points importants pour obtenir ce type de résultat. Mais vous voyez, effectivement, comme disait Léo, que c'est une démarche sur le long terme, parce que ça a mis 2 ans pour nous à être très impressionnant, même si les premiers résultats, en fait, on a commencé début 2019 et il faut quelques mois, en fait, pour que Google vous intègre et vous valorise. Mais ce que vous notez aussi, c'est que même si c'est sur la durée, notre progression est constante et qu'il y a très peu de régression, en fait. Ça passe par palier. Il y a des très légères régressions et des moments où ça marche mieux, mais la progression est constante. Et le petit truc marrant que je pourrais tout le temps raconter ici quand je ferai des présentations, c'est qu'un jour, il y a une célébrité de la télé-réalité américaine qui a annoncé sur Instagram qu'elle sortait avec un joueur de basket. Il se trouve que c'était un joueur de basket qui avait joué en Allemagne il y a 5 ans.
donc qui était peu connu et pour lequel on avait la première place dans Google. Et ben, le jour où cette célébrité a fait une story sur Instagram pour annoncer qu'elle sortait avec ce joueur de basket, on a explosé nos serveurs et pendant 2 jours, on a eu 50 000 visiteurs par jour juste sur le profil de cette personne. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'était des visiteurs pas forcément intéressés par le basket, mais l'objet de l'accroissement de notre trafic en B2C, donc vers juste des gens qui s'intéressent au basket, c'est aussi de gagner de l'argent avec les pubs Google, qu'on n'a pas optimisé pour l'instant, mais qui rapportent déjà des sous. Et donc, quand on a eu ce pic de trafic, ça nous a généré un petit pic de revenus Google. Et en fait, si on zoome, là, vous tombez dans une période qui est très faste pour nous parce qu'on est très, très bien positionné sur les noms des joueurs qui sont, on va dire, les joueurs de 2e niveau et pas forcément sur les joueurs de NBA. C'est un de nos combats. Et en étant très bien positionné sur les joueurs de 2e niveau, quand il y a une compétition internationale comme les Jeux Olympiques, où il y a l'équipe américaine qui joue contre toutes les autres équipes d'Europe et que donc tous les joueurs de 2e niveau, entre guillemets, sont présents dans toutes les équipes d'Europe, et ben on a des pics de trafic très importants. Et c'est pour ça que ces jours-ci, alors qu'on avait en gros notre record avant, si on exclut la star de télé-réalité, notre record c'était plutôt dans les 16 000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, on est systématiquement au-dessus des 25 000 avec 2 pointes le week-end dernier à 35 000. Et je vous remontre, on parlait de canaux d'acquisition tout à l'heure. Ça, c'est un extrait de mon Google Analytics des stats de Pro Bowlers. Et vous voyez bien que notre canal d'acquisition principal, c'est la recherche dans les moteurs de recherche à 95%. Donc ça, c'est pour la journée du 25 juillet où on a fait 35 000 quelque chose visiteurs, un peu moins de 36 000. Et vous voyez que 34 400 viennent du moteur de recherche. Et seulement, si on regarde en dessous, seulement 1200 viennent directement sur Pro Bowlers. Alors, c'est à la fois bien et à la fois, ça souligne des problématiques sur le plus long terme. Ça veut dire qu'on est dépendant de Google, mais on est un peu obligé de jouer ce jeu-là pendant la période de croissance. Et plus tard, on essaiera, et on commence déjà à mettre des choses en pour ça, à stabiliser ou équilibrer nos origines de trafic pour ne pas être dépendant de Google et de ses éventuelles évolutions. Et puis, l'autre point pour vous montrer notre journée de grande performance, vous voyez que le 2e résultat le plus cherché, alors le premier plus cherché, c'est la France, parce que la France a battu les États-Unis en basket, et donc ça a généré beaucoup de recherches, sachant que notre trafic vient principalement des États-Unis et pas du tout de France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et notre site est en 5 langues, mais la langue principale est en anglais. Et la deuxième plus grosse recherche, c'est Michael X, qui est un joueur qui a participé aux Jeux Olympiques en 3-3. Donc, c'est un joueur tout à fait banal à l'échelle mondiale du basket, mais comme il fait du 3-3 et qu'on est bien référencé, eh ben, on a eu beaucoup de trafic sur ce joueur-là. Mais la page la plus importante pour nous pendant les Jeux Olympiques, le jour où on a fait notre meilleur score, c'était l'équipe de France. Mais vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un site avec beaucoup de pages et beaucoup de sujets différents. Et notre page la plus importante n'a fait que 11% du trafic global sur ce jour-là. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas non plus tous nos œufs dans le même panier en termes de contenu. Donc, revenir un peu sur qu'est-ce que c'est le SEO. Donc, c'est le Search Engine Optimization, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et pour le montrer très simplement, c'est se dire, quand on recherche Golden Bulls, par exemple, c'est le nom d'une équipe en Chine dans Google, et ben, l'idée, c'est que je sois le mieux référencé. Vous voyez que nous, on est sur les Golden Bulls, les deuxièmes en référencement. Alors, Golden Bulls, vous, ça ne vous parle pas, mais c'est une équipe chinoise et il y a beaucoup de gens aux États-Unis et en Chine qui cherchent cette équipe et qui nous rapportent du trafic tous les jours. Et donc, quand on cherche Golden Bulls et qu'on clique dessus, on arrive sur notre page. Et c'est cette page-là qui nous permet d'être référencé. C'est cette structure de page qui nous permet d'être bien référencé sur ce mot-clé. Je vous expliquerai un peu les grands principes du référencement naturel pour ceux qui ne le mettent pas du tout en pratique, pour que vous puissiez voir comment pour nous, ça nous a permis cette augmentation, je vous rappelle, de 70% de notre trafic. De 70 fois notre trafic, pardon, c'est beaucoup plus que 70%. Et donc, les Golden Bulls, comment mesurer l'intérêt d'être positionné sur cette recherche? Il y a des outils qui vous permettent sur Internet. Je vous suggère Ubersuggest, et je vous invite d'ailleurs à noter le nom de ce site. C'est sur neilpatel.com, et si vous cherchez Ubersuggest sur Google, vous le trouverez. On peut, sur cet outil, c'est plutôt dans la partie Keyword Analyzer ici, et vous pouvez taper un mot-clé et voir combien de fois ce mot-clé est saisi dans Google
tous les mois. Et vous voyez que Golden Bulls, le volume de recherche dans Google par mois, c'est 5400. Et quand je suis premier en position, donc là, selon cet outil, je suis premier. Je vous ai montré tout à l'heure une page où j'étais deuxième. Il faut savoir que les résultats de Google, selon le moment où on se connecte, l'endroit où on se connecte, etc., on n'a pas toujours les mêmes résultats les uns et les autres. Mais donc, cet outil me dit que je suis premier sur les Golden Bulls, qui a 5400 recherches par mois, et que donc, ça me génère à peu près 1800 personnes qui viennent sur mon site. Donc, ça veut dire que quand on fait une recherche Google, et vous l'avez expérimenté par vous-même, on ne clique pas tous sur le premier numéro. Mais il y a un truc important là-dedans, c'est que si je m'étais positionné sur schedule, en anglais, ça veut dire le calendrier, sur le calendrier des matchs des Lakers, donc Lakers schedule, les Los Angeles Lakers, que vous connaissez peut-être plus, il y a un volume de recherche beaucoup plus important, mais en étant septième, j'obtiens même moins de visiteurs qu'en étant premier sur quelque chose de plus précis, ou de moins recherché. Donc ça va être valable notamment, tout à l'heure, j'ai regardé, pendant que Léo parlait, j'ai regardé 2 sites, Joli Départ et Hypno, désolé pour Hypno, mais je ne me rappelle plus du nom total de Hypno, mais je vous montrerai tout à l'heure comment on peut peut-être améliorer des petites choses pour être encore plus performant en référencement. Donc, je tenais à vous donner quelques éléments pour que vous repartiez de ce moment avec des choses concrètes sur le référencement. Et donc, il y a 3 clés principales du référencement, c'est le contenu, le contenant et ce qu'on a appelé la célébrité pour faire un jeu des 3 C. Et si on commence par le contenu, et ben en fait, ce qui est important, c'est de bien faire attention à avoir une page riche en contenu et à faire surtout très attention aux titres qu'on utilise sur la page. Donc, comme dans un document Word, si vous l'utilisez bien, vous feriez une mise en page et vous diriez ça c'est le titre 1, ça c'est le titre 2, ça c'est le titre 3 pour pouvoir harmoniser les mises en page dans votre document de 50 pages. La même logique existe sur les sites internet où on dit ça c'est le titre 1, ça c'est le titre 2, ça c'est le titre 3. Au-delà du contenu global de votre page, où il y a un certain nombre de mots et que Google est attentif à ça, Google est extrêmement attentif à votre titre 1, il ne peut y en avoir qu'un sur la page, et à vos titres 2. Et en fait, en ne lisant que ces titres, il doit être en mesure de comprendre de quoi parle votre site sans aucune ambiguïté. Donc, je vous montre la page de Michael X parce que tout à l'heure, je vous ai montré pendant les Jeux Olympiques, on était bien référencé sur sa page. Donc, si on regarde cette page, en rouge, je vous ai entouré ce qui est le titre 1. Je vous montrerai sous une autre forme tout à l'heure. Ensuite, ici, on a mis du texte, qui est un texte généré automatiquement parce qu'on a beaucoup de joueurs dans notre base de données. On n'a pas le temps de générer, nous, à la main, ce texte-là. Et ça, c'est pour les sites qui ont beaucoup de contenu en base de données, c'est une petite astuce qui nous semble bien utile et qu'on a volé à société.com. Hein, si vous cherchez votre société sur société.com, vous verrez Joli Départ est une société créée le 11 janvier 2021 à Poitiers. Sa gérante est Lydia de Habreux, par exemple. Donc ça, on prend des champs de base de données, puis on génère une phrase à partir de ces champs, et après on complète la phrase avec ces champs-là. Donc on a fait attention à avoir un minimum de texte au moins pour représenter qui est ce joueur. Ensuite, vous verrez tout à l'heure comment ça, c'est un titre 2, et qu'on a fait attention au contenu de ce titre 2. Et puis, on a d'autres contenus sur la page qui sont vraiment très importants, la titraille, parce que pour nous, un site de statistiques de basket, c'est très difficile de se faire référencer sur le 19,6 qui est ici, qui pourrait raconter n'importe quoi. Donc, on a été obligé de faire très attention à l'environnement. Et aussi, une autre petite astuce de notre part. Donc ça, on peut considérer, je ne sais pas si c'est tout à fait du gros hacking, mais c'est un peu on va dire, on est un peu en mode ninja, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme petite bidouille pour être bien référencé. Et bien là, en l'occurrence, ce que vous voyez encadré en rouge, ce sont des textes générés automatiquement, où on a essayé de définir quelles étaient les informations importantes sur un joueur et de les ressortir sur des textes générés automatiquement. Là, en l'occurrence, on a une base de données, donc on a tous les matchs de ce joueur-là, donc on sait que son record en carrière, c'est 36 points marqués le 21 février 2009. Et ben, on a généré un texte automatiquement dont la structure est codée chez nous, et on dit donc on, c'est en anglais, après on, date, donc ça mettra la date qu'il y a dans la base de données, player, ça mettra le nom du joueur, set is carry high in points, in E, et puis après on met le nom de la ligue, etc. etc. Donc vous voyez comment on peut faire des phrases à trous et puis remplir les trous avec les éléments de notre base de données, ce qui permet de créer du contenu et d'avoir plus de mots sur la page, parce qu'en fait, mieux la page est structurée et plus elle a de mots, et plus elle a une bonne note dans le référencement de Google. Et donc, il y a un outil qui s'appelle Webmaster Development Tool, je crois, de mémoire, sur
Chrome qui vous permet notamment de voir à quoi ressemble votre page quand Google n'envoie que les titres. Donc là, je suis en train de vous montrer la même page que vous venez de voir graphiquement, sauf que là, on ne voit que les titres de ma page. Et vous voyez bien que le H1 de ma page, c'est Michael X. Ça veut dire que si les gens font une recherche sur Michael X, quand Google passe sur ma page, il dit « Ah, cette page, elle parle bien de Michael X ». Et vous voyez qu'ensuite, dans le reste de mes titres, j'ai fait bien attention à développer le champ sémantique autour des stats de basket à propos de Michael X. Et donc, j'ai un titre 2 ici qui est Michael X Stats. J'ai un autre titre 2 ici qui est Basketball Career Averages. J'en ai un autre, c'est Basketball Photos. Et puis, j'ai Career Highlights ici. Et tout ça, c'est des titres que vous voyez ici qu'on peut mettre en page comme on veut. Je remonte un peu, hop. Mais dans ces titres-là, j'ai fait attention à la fois à ce que ça soit joli en mise en page, mais à la fois ce qu'en termes de code, ça soit explicite pour Google et que ça soit dans mon champ sémantique lié au basket, au stade de basket. Donc, ça nous emmène directement au contenant, ce que je viens de vous dire. Donc, je viens de vous parler du contenu et de la structuration de votre contenu, très important, titre 1, titre 2, titre 3. Et après, le dernier point aussi à vous dire sur le contenu, essayez de faire des pages avec beaucoup de texte et qui prennent le champ sémantique global de votre activité, mais pas que un mot-clé. Il faut vraiment prendre toutes les variations possibles du mot-clé pour parler de votre champ d'activité. Ensuite, il y a le contenant qui est de plus en plus important dans Google, notamment avec les dernières mises à jour. Donc, dans le contenant, il y a le code, la qualité de votre code, et puis l'efficacité, les performances de votre page. Donc, dans les éléments de code, il y a notamment le title de la page, le titre de la page, quelque chose de très important, mais qui est mal exploité par la plupart des gens. Et notamment, quand j'ai regardé vos sites tout à l'heure, donc quand j'ai regardé InKnowledge et Joli Départ, vous êtes, à mon sens, pas totalement optimisé là-dessus et c'est un peu dommage. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, ça s'appelle le title de la page. C'est l'élément que vous trouvez dans les onglets quand vous ouvrez votre navigateur et que vous avez plusieurs onglets. Mais c'est surtout l'élément qui se retrouve dans le SERP. Le SERP, c'est le Search Engine Result Page. Donc, c'est la page de résultats des moteurs de recherche. Et donc, dans la page de résultats des moteurs de recherche, ici, le texte que choisit Google, c'est le title de votre page. Et en fait, ce qui est très important pour vous, c'est à la fois d'être bien référencé dans les moteurs de recherche, mais vous voyez qu'ici, quelqu'un qui regarderait les Jeux Olympiques, qui chercherait Michael X, l'intérêt qu'il verrait sur le titre de ma page, c'est que je mets Michael X, joueur de basket. Donc, il est sûr, alors que là, on a par exemple un Wikipédia où c'est un historien, Michael X. Donc, et que le premier résultat, c'est juste Michael X Wikipédia. Est-ce que vraiment on parle du joueur de basket ou pas? Avec le title de ma page, je vais augmenter mon taux de conversion. Le CTR, ça s'appelle comme ça, le click-through ratio. Donc, je vais augmenter le nombre de fois qu'on clique sur le résultat de ma recherche parce qu'elle est plus explicite que si j'avais juste mis Michael X, par exemple. Et vous voyez que contrairement à d'autres, j'ai mis Pro Bowlers à la fin parce que ma marque n'est pas assez connue pour que je la mette au début et qu'on se dise « Ah, bah, c'est une marque de confiance, je vais dessus ». Et si c'était Nike, j'aurais peut-être pas fait la même chose. Mais là, en l'occurrence, je suis Pro Bowlers. Et donc, je fais un tout petit aparté en arrêtant le partage d'écran et en vous montrant justement ce que j'ai trouvé peut-être optimisable sur vos sites là. Donc, c'est un peu improvisé, hein, ce ne sera pas une analyse ultra profonde. Mais si on regarde ici Joli Départ, par exemple, c'est un peu dommage parce que vous voyez quand je survole ou pas? On ne voit peut-être pas quand je survole ce qui s'affiche. Si on voit? Ouais. Donc là, vous voyez Accueil, Joli Départ, Poitiers, Vienne. Donc là, dans cette information, ça va être ce que vont trouver les gens quand ils vont tomber sur des résultats bien référencés de Joli Départ sur Google. Et ça ne parle pas de l'activité. Donc, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et Poitiers-Vienne, bon, c'est peut-être pas mal pour le référencement géographique, mais peut-être qu'un meilleur titre aurait été une alternative moderne aux pompes funèbres, / Joli Départ, par exemple. Comme ça, on comprend qu'on parle de pompes funèbres et on a envie de cliquer dessus. Et il y a le message de l'alternative. Et le deuxième point, premier point que j'améliorerais sur ce site, c'est que on a ici, donc le site est plutôt bien construit et tout ça, il n'y a pas de souci. On a ici un joli logo. Là, le problème, c'est avec le titre 1 qui est ici, qui dit Joli Départ pour un dernier voyage. Mais ça veut dire quoi? On ne sait pas en fait. Donc, c'est poétique à lire, d'accord? Moi, je vais devenir plus pragmatique en tant que Google. Si je visite le site, voilà ce que je vois.
Et quand je vois le premier titre, je ne sais pas forcément de quoi ça parle. Après, heureusement, il y a le champ sémantique que je retrouve dans les autres titres, obsèques, Marborie, prévoyance. Mais j'aurais peut-être aimé, enfin, j'aurais très sûrement aimé trouver pompe funèbre dans ce titre ici, même si c'est un peu moins joli. Ça permet de bien faire comprendre à Google que je parle de pompe funèbre et que je veux me positionner dessus. Et puis l'autre exemple, c'est Hypnoledge, donc, qui est pareil. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que Joli Départ est un mauvais site, hein, parce que si on le reprend, il est graphiquement plutôt bien fait. Il y a des options, il y a des call to action, des appels à l'action, des boutons pour appel à l'action et tout ça. Il y a pas mal de texte, donc c'est plutôt bien fait. Mais là, on est sur un point qui semble un détail, mais qui est quand même le truc le plus important de la page, donc c'est un peu dommage. Sur Hypnoledge, c'est pareil. Je ne suis pas sûr que j'aurais mis Hypnoledge en premier dans le titre ici, parce que en fait, la marque n'est peut-être pas assez connue pour l'instant. Et c'est peut-être plutôt l'idée d'apprendre les langues étrangères sous hypnose qui va être le catch. Donc, ça vaudrait le coup d'inverser, de mettre Hypnoledge à la fin. La marque n'étant pas assez forte pour attirer le public, je vais plutôt rester sur l'apprentissage des langues. Et puis après, si on regarde le site d'Hypnoledge, il y a quelques titres qui ne sont vraiment pas optimisés. Par exemple, il parle de nous. Un titre 2, ça pour Google, qui parle de vous ou qui parle de quoi, on ne sait pas. Donc ça pourrait être n'importe quel type de sujet. Ça ne change rien pour Google. Donc peut-être la revue de presse de l'apprentissage des langues ou un truc comme ça, où il parle de notre méthode pour apprendre les langues étrangères, etc. etc. Et donc essayer d'optimiser ces titres. Pareil, ici, on a à votre rythme sous hypnose. On ne sait pas ce qu'on fait à notre rythme. Donc, est-ce que c'est faire de la méditation pour dormir? Est-ce que c'est apprendre à jongler? Bon, bah non, on ne sait pas. Et là, c'est pareil, on a témoignage, c'est très générique. Ça pourrait être témoignage de gens qui ont appris à lire sous hypnose, par exemple. Ça, c'est des petits détails qui, en fait, quand je parle de ces détails-là, peut-être ça va vous faire gagner 1-2 places sur Google, mais vous avez bien vu tout à l'heure quand je vous montrais le tableau avec l'impact entre le positionnement dans la recherche, le volume des recherches et le résultat que vous avez, bah même si vous gagnez que 2 places sur Google, vous allez augmenter votre nombre de gens qui arrivent sur votre site. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Léo, c'est que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est gratuit. Hein. C'est juste prendre un peu de temps et se dire qu'est-ce que je mettrais comme terme dans mon titre pour qu'il explique encore mieux à Google de quoi je parle. Donc, je vais revenir sur ma présentation, que j'ai presque finie. Hein. On vous laissera du temps pour les questions-réponses. Donc, on revient... hop. Voilà, on était là. Alors maintenant, donc on revient sur le contenant. Donc, c'est le code. Donc, la première petite chose, c'était le title. Ça, c'est pas du tout négligeable parce que vous avez bien compris que ça a un impact sur le nombre de fois où les gens vont cliquer quand ils verront votre résultat dans le moteur de recherche. Et puis, après, il y a un outil qui vous permet d'évaluer l'efficacité de votre site. Donc, il faut savoir que quand Google passe sur votre site, il a défini un budget, on va dire un budget énergétique de crawl de votre site et qu'il ne veut pas dépasser. Si votre site est lourd, lent et mal conçu, en fait, Google va se rendre compte que d'aller sur votre site et de le référencer, alors déjà, il va se rendre compte que ce n'est pas bien pour les visiteurs. Et par ailleurs, de façon plus égoïste, il va se rendre compte que ça lui coûte cher de référencer votre site, donc il va avoir envie d'en partir. Donc, il faut absolument que vous puissiez optimiser votre site et il y a un outil dans Chrome qui s'appelle Lighthouse. Donc, vous cliquez sur la page de votre site, vous faites un clic droit dans une zone non cliquable et vous faites inspecter et vous verrez que la page se coupe en deux et en haut, je vais vous faire tout de suite parce que je ne voudrais pas que les gens oublient. Donc ça, c'est un peu une façon de vérifier en gros, que les développeurs ont bien fait leur travail, pour être assez basique. Et donc là, je suis sur Joli Départ. Donc je fais un clic droit. Je ne sais pas si vous voyez mon clic droit. Je vais sur Inspecter. C'est dans Chrome. Et sur le côté, il y a des trucs très compliqués qui s'affichent. Mais ici, vous pouvez aller jusqu'au bout et aller sur quelque chose qui s'appelle Lighthouse. Et sur Lighthouse, donc c'est un outil de Google. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand Google juge les sites, il les juge sur ses critères de référencement à lui, donc on peut se fier à ces critères-là et à la performance. Et donc là, je peux faire générer un rapport. Donc vous voyez, j'ai rien installé, tout se fait tout seul. Et ce rapport, que je n'ai pas testé avant, donc Lydia, tu m'excuseras si tu as des mauvaises notes. Mais c'est presque une bonne nouvelle, en fait, des fois, quand on a une mauvaise note, parce que c'est un potentiel d'amélioration. Mais Lydia a plutôt des bonnes notes sur son site, et vous voyez qu'il dit qu'en performance, j'ai 78, accessibilité 84,
meilleure pratique 87 et SEO 91. Donc, il est plutôt content de ta SEO, mais c'est une vision globale. Il n'est pas allé regarder dans le titre 1, joli départ, machin, que ça pouvait être amélioré. Et en fait, quand vous utilisez cet outil, ici, il y a plein de conseils pour vous dire si vous voulez réduire le temps de chargement de machin, faites ci ou ça. Ça, c'est très intéressant parce que c'est des conseils proposés par Google. Donc, on peut imaginer que ce sont des conseils que Google, lui, valorise quand ils sont appliqués derrière sur le référencement. Donc, améliorez toujours en permanence le code de votre site pour pouvoir bénéficier des récompenses Google qui vous référencent le mieux. Et donc après, quand on est vraiment des psychopathes du référencement, comme on peut l'être nous chez ProBowlers, on peut même acheter des abonnements à des sites comme SEMrush, je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est plusieurs centaines d'euros par mois, qui me fait un audit très régulier de toutes les pages de mon site et qui me dit ce que je peux améliorer. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans les outils qui permettent de regarder si les mots-clés sont très recherchés, donc je vous ai parlé d'Ubersuggest tout à l'heure, on peut comparer notre site à la concurrence et essayer d'estimer le volume de recherche de nos concurrents, le volume de trafic de nos concurrents. Et pourquoi on s'obstine, nous, sur la partie B2C, donc vers le grand public, c'est qu'il y a un site concurrent à nous qui s'appelle Basketball Référence et qui fait, selon les estimations, 32 millions de visiteurs par mois. Donc nous, après avoir progressé sur 2 ans, on est à 450 000 visiteurs par mois. Donc vous voyez qu'on a quand même une marge d'augmentation énorme. En gros, on représente 1,5% du trafic que ces gens-là ont. Et avec le trafic qu'on génère aujourd'hui, on génère 1 500 € de pub Google par mois. Donc vous imaginez qu'en fait, on a le potentiel, si on devenait premier, de faire notre trafic fois, on est à 1,5%, donc presque fois 100. Et donc, ça voudrait dire que dans un monde où on aurait tout réussi comme il faut, on pourrait générer 100 000 € de publicité par mois. Donc, vous voyez bien que pour nous, il y a quand même un intérêt. Et on sait que même si on n'arrivait qu'à 10% de ce rêve ultime, générer 10 000 € de publicité par mois, pour nous, c'est quand même confort parce que ça fait 2 temps plein bien payés et chargés et avec du matos pour s'équiper. Et donc, c'est pour ça que nous, on va au fond du fond de tout ce qui peut être fait en référencement. Et le dernier point technique que souligne ce tableau que je vous montre, donc c'est la vraie évaluation de ProBowlers, c'est les signaux web essentiels, donc les Core Web Vitals, qui est quelque chose qui vient d'apparaître dans la dernière version des algorithmes de Google et qui en fait mesure la stabilité de votre site à la fois en termes graphiques et techniques. Donc, c'est quand le site charge, est-ce qu'il se charge vite? Est-ce qu'il charge avec une mise en page déjà assurée ou est-ce que, comme vous l'avez déjà vu sur certains sites, on a un truc qui se charge et puis après, tout descend parce qu'il y a une image qui s'est chargée après mais qui n'était pas prévue au départ. Voilà, Google mesure toutes ces choses-là. Et en fait, je vous parle de ça rapidement sans rentrer dans les détails parce que ça veut dire qu'en fait, une des logiques du SEO, c'est quand même de se tenir, d'avoir toujours les meilleures pratiques possibles sur son site et donc de faire évoluer en permanence son site pour qu'il corresponde aux meilleures pratiques. Donc, ça coûte surtout en temps, mais ça coûte aussi quand même un peu en argent parce qu'il faut faire revenir les développeurs et leur dire tu vas me changer ci, tu vas me changer ça. Le dernier point pour réussir en SEO, et je vais aller assez rapidement dessus, c'est ce qu'on appelle la célébrité. C'est en fait les liens qui pointent vers votre site. Plus il y a des liens qui pointent vers votre site, plus Google considère que votre site est un site sérieux puisque les autres sites y font référence. Et vous voyez ici les scores de ProBowlers. Donc, on a plutôt des bons scores. Hein. Si vous arrivez à ces scores-là, vous serez très heureux, je pense. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les backlinks. Donc, c'est toujours dans l'outil que je vous conseille vraiment d'utiliser qui s'appelle Ubersuggest. Donc, les backlinks de ProBowlers, c'est 134 000 liens. Donc, en fait, il y a 134 000 pages sur lesquelles il y a des liens qui renvoient vers notre site. C'est considéré comme amazing, donc super bien par l'outil Ubersuggest. Et alors, après, encore une fois, c'est difficile en une demi-heure de faire beaucoup plus, mais un dernier point qui peut être intéressant pour vous, pour augmenter votre référencement et pour obtenir des liens, c'est d'ailleurs une des meilleures façons d'obtenir des liens, c'est de proposer du guest posting. Donc, comment ça s'appelle, à quoi ça correspond le guest posting? C'est un peu comme si vous connaissez les journaux locaux et qu'il y a une rubrique sport par le coach sportif local du coin.
qui veut se faire connaître et qui anime gratuitement une rubrique dans le journal sportif pour se faire connaître, c'est à peu près la même dans le journal local pour se faire connaître, c'est à peu près la même logique en fait. C'est aller voir un site qui, selon vous, a un fort trafic, élu par des gens qui peuvent s'intéresser à vous, et proposer un article riche et intéressant à ce site qui peut ensuite, vous pouvez mettre dans cet article des liens qui pointent vers vous. Donc, si on reprend l'exemple de Joli Départ tout à l'heure, ça serait peut-être faire un article sur expliquer les 5 points pour réussir le départ d'une personne aimée ou pour réussir le revoir, je ne sais pas comment on peut le formuler, et dire dans l'article, bien penser d'abord à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, un truc qui serait vraiment pratique et donner ce contenu à un site qui génère du trafic en lui disant, par contre, à tel endroit et tel endroit, il faut mettre des liens vers ma page. Donc, ça veut dire qu'en échange, vous allez avoir un retour de lien qui va être intéressant sur le court terme quand les gens vont lire l'article, mais aussi sur le long terme parce que tout lien qui pointe vers votre site donne de la valeur à votre site aux yeux de Google. Voilà, c'était un peu express, hein, mais j'ai essayé de vous résumer dans les grands points comment nous, on a pu progresser. Et donc, pour vous montrer cet exemple qui nous correspond à nous, Basket Europe, qui est un site d'information sur le basket, on lui a sorti dans notre base de données, on a fait une sélection de tous les joueurs qui étaient passés par le club de Boulazac et où est-ce qu'ils jouent aujourd'hui. Et on leur a même donné le tableau tout fait avec leurs stats et des liens dedans. Donc, certaines personnes pourraient dire, oui, mais c'est con, vous avez donné les statistiques, donc les gens ne vont plus aller venir les statistiques sur votre site. Ben, c'est un petit sacrifice qu'on fait, mais en échange, sur cet article, en l'occurrence, il y avait 23 joueurs. En échange, on a 3 liens par joueur. 23 x 3, ça fait 69 liens qui pointent vers notre site en un seul article. C'est hyper intéressant pour nous en termes de référencement et d'augmentation de la valeur de notre site. Voilà, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. À votre disposition, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on reparle de SEO, sinon je rends la parole à Léo. Merci Benoît pour ce tour d'horizon justement du SEO sur un cas concret, donc c'était super intéressant. Il y a quelques questions là, notamment de Patricia là, sur les Core Web Vitals. Donc c'est en fait les Core Web Vitals, c'est vraiment intégré au nouvel algorithme de Google. Donc c'est un peu les mêmes critères qu'on va retrouver dans l'onglet performance de Lighthouse, là que Benoît vous a montré, mais c'est un peu comment dire. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, alors, vous pouvez vous sur renseigner. les Core Web Vitals, ce que je vous conseillerais, moi, c'est parce que je suis en plein dedans. Hein. C'est vraiment un truc, quand on a vu que ça arrivait. Donc, encore une fois, je vous rappelle, hein, sur Pro Bowlers, on a à peu près le même contenu que notre concurrent qui est Basketball Référence, donc qui a vachement de trafic. Et donc, dès qu'on voit qu'il y a une nouveauté sur laquelle on peut optimiser, on se dit on optimise, parce que si on est un tout petit peu mieux que notre concurrent, on va gagner un peu de terrain. Et donc là, vraiment, le truc qu'il faut regarder sur les Core Web Vitals, et vous voyez que nous, on prend des caisses là-dessus. Alors là, on est sur la version mobile, donc c'est encore plus exigeant. Je vous inviterai à revenir sur le PageSpeed Insight de Google. Donc, vous tapez PageSpeed Insight dans Google et puis ça vous dira. Vous mettez l'URL de votre site et vous faites un test. Et là, encore une fois, il va vous expliquer ce qu'il faut améliorer. Et en gros, les Core Web Vitals, ils sont résumés ici. Hein. C'est les 3 premiers qui sont les plus importants. Donc, le FCP, le FID et le LCP. C'est pas la peine de trop comprendre ce que ça veut dire. Enfin, vous pouvez vous documenter, mais même moi, après avoir lu 15 fois le truc, je suis pas tout à fait capable de vous donner des définitions. Mais vous voyez ici, quand vous faites un test avec le site, il vous montre ce qui se passe dans les premiers instants de chargement d'une page. Donc, vous voyez les différentes arrivées de mon écran. Et surtout, ici, ils me disent qu'est-ce qu'il faut optimiser. C'est ça qui est vraiment intéressant, en fait. Qu'est-ce qu'il faut optimiser pour aller plus vite sur votre site. Et ils me disent, par exemple, éliminer les ressources qui bloquent le rendu. Et donc, ils me parlent de 2 fichiers CSS qui, visiblement, ralentiraient le rendu de ma page. Et vous verrez souvent qu'il y a aussi des images qu'on peut améliorer. Là, ils me disent que donc diffuser des images au format nouvelle génération. Ils me disent que ce logo, qui est un logo dans mon menu, il fait 84K, mais il pourrait faire que 69K. Donc, on pourrait gagner 16K. Ça accélérerait le rendu de la page. Vous voyez, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, c'est vraiment de l'enculage de mouche, en fait, hein, l'optimisation pour le référencement. Mais c'est un enculage de mouche qui, vous l'avez vu tout à l'heure, nous a fait passer de 500 visiteurs par jour à 35 000 sur une journée, mais plus de 20 000 en ce moment. Donc, ça paye vraiment d'optimiser et de regarder tout dans les détails. Et en plus, le bonus non négligeable, c'est que c'est écologique. C'est qu'on va utiliser moins de ressources pour diffuser notre site web et tout. Donc, globalement, on va baisser notre consommation
d'énergie, que ce soit pour Google ou pour notre site ou pour nos visiteurs. Donc, c'est plutôt positif. Donc, vraiment, sur les Web Vitals, allez sur PageSpeed Insight, pardon, et fiez-vous à la note globale qui est ici et essayez de faire monter cette note. Et donc, vous pouvez modifier votre site, repasser dans la moulinette, il réanalyse et vous verrez votre note monter petit à petit dès que vous aurez appliqué les conseils qui sont en dessous. Et donc, ouais, pour résumer, hein, parce que dit Patrick, c'est effectivement, en fait, aujourd'hui, Google, ce qu'il veut, c'est proposer une expérience la plus rapide possible et la plus confortable sur mobile. Donc voilà, si on veut résumer hein, toutes les parties techniques, il faut que votre site se cartonne sur mobile. C'est tout. Ouais. Ouais. Je l'ai pas dit au début, effectivement, mais c'est le premier point. Hein. C'est que maintenant, c'est mobile first. Hein. Donc, une des choses qu'on fait sur ProVoleur, c'est qu'on a refait notre homepage. Et elle est plus jolie en mobile qu'en ordinateur. Mais on l'a refaite en se disant à quoi elle ressemble en mobile. Et on s'en fout de l'ordinateur. Donc voilà. Merci Benoît encore une fois. On va passer à une phase de questions-réponses. J'avais juste un dernier truc à vous partager, moi. Hop, tac, tac. En fait, alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, on voit, ouais. Votre plan d'action pour démarrer de zéro, c'est bon? Ouais. C'est bon. Donc en fait, là l'idée c'est, ça dépend. Vous n'êtes pas, Knowledge, je disais qu'il investissait beaucoup, par exemple en médias, sur Facebook, sur Google, donc ça va pas du tout vous parler ça. Par contre, pour les autres qui sont au stade de porteur projet au tout début, en fait, pour bien commencer, l'idée c'est vraiment d'avoir un entonnoir simple. Faut pas essayer de faire des choses trop compliquées. C'est vraiment, vous connaissez bien votre audience, ça c'est la base, et vous essayez de proposer quelque chose qui réponde justement aux différents stades de maturité. Je réponds aux problématiques, j'essaye de les rassurer, je leur montre des exemples, etc. Une fois que vous faites ça, vous commencez à tout de suite réfléchir référencement naturel, ce que Benoît vous a montré. Donc, sans parler à l'optimisation des images, là, comme il parlait des mouches à la fin, mais en fait, c'est vraiment de penser vos contenus, les titres 1, les titres 2, d'avoir un site qui soit performant sur mobile, qui se charge rapidement, et vous proposer un peu de contenu qui se positionne sur les bons mots-clés, ceux que recherche votre audience. En parallèle, vous pouvez commencer à générer un peu de trafic publicitaire payant. En fait, là, l'objectif, ça ne va pas être d'être rentable tout de suite, ça va plutôt vous permettre de générer du trafic, donc générer du monde qui va venir sur votre site, un public qualifié, et vous allez pouvoir tester votre entonnoir. Donc tout ça, en fait, vous allez avoir des chiffres et ces chiffres vont vous dire, OK, en fait, là, j'ai peut-être une problématique sur quand les gens arrivent sur mon site, ils s'en vont tout de suite, donc je vais peut-être me concentrer là-dessus. Donc voilà, ce trafic publicitaire payant, ce n'est pas forcément pour générer des clients, c'est surtout pour générer du trafic et optimiser tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un autre prérequis que je n'ai pas marqué sur la slide. Il faut que la mesure, donc vos outils de mesure statistique, soient bien implémentés. On a vu Google Analytics tout à l'heure, il y en a d'autres. En fait, ça, c'est la base de base. C'est avant toute chose, il faut que votre suivi statistique soit fiable et que vous puissiez vous reposer dessus. Et une fois que vous aurez pu optimiser votre entonnoir et que vous aurez des premiers chiffres sur les taux de conversion globale et le coût d'acquisition, vous pourrez commencer à tester de nouveaux canaux, donc tester de la publicité payante sur Facebook, sur Instagram, sur Google et autres, et en fait passer justement sur une phase d'expérimentation des différents canaux. Donc voilà, ça c'est le plan d'action pour démarrer de zéro. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, on peut poursuivre en questions-réponses et éventuellement après en off si vous voulez. Donc voilà. Donc je vous remercie. Et en tout cas, voilà, la bonne approche, ça va toujours être de commencer par le plus simple et le plus direct et de compléter le parcours au fur et à mesure en fonction justement de ce que vous analysez sur les statistiques. Merci encore à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Merci à nos deux intervenants. Merci à Benoît pour son langage fleuri et à Léo pour toutes ses connaissances apportées. Je vous souhaite un bon appétit, une très bonne journée et de bonnes vacances pour les Haussiens éventuels.